Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission aujourd'hui. Un petit peu en avance, on a avancé le programme d'une heure. Voilà, j'espère que vous avez pu être au rendez-vous, mais je vois qu'il y a déjà du monde sur Facebook et sur Twitch. Donc voilà, bienvenue encore à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous pour cette émission sur la guerre. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Bruno Tertrais, qui est donc spécialiste de géopolitique et directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Bruno Tertrais est aussi collaborateur régulier pour le magazine Sciences Humaines. Il écrit souvent des articles dans le magazine. Et d'ailleurs, il vient d'écrire dans le numéro qui est en kiosque un article sur la guerre. Voilà, dans ce numéro-ci que je vous montre, qui s'appelle Qu'est-ce que la guerre? Qu'est-ce qu'une guerre? Voilà, donc c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc on va parler de la guerre en général, mais aussi pas mal de la guerre en Ukraine, puisque c'est l'actualité. Donc voilà, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie au mois de février, c'est surtout de ça qu'on parle. Et c'était aussi l'occasion de parler voilà, de ce que c'est qu'une guerre et de comment ça se passe aujourd'hui dans cette zone-là. Je suis aussi avec Héloïse Lérété, que vous connaissez sans doute si vous êtes assidu sur notre chaîne, qui est directrice adjointe de la rédaction. D'ailleurs, je m'aperçois que le synthé... directrice pardon, de la rédaction et pas adjointe. Je confonds parce que voilà, je viens de dire directeur adjoint pour Bruno Tertrais et je me trompe pour Héloïse. Excuse-moi Héloïse. Voilà, donc comme d'habitude, cette émission est participative, on va commencer à échanger. Mais n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, voilà, je relayerai, ce ne sera pas forcément immédiat, mais je relayerai au fur et à mesure de nos échanges vos questions à notre invité. Voilà, bah, sans plus tarder, on va attaquer le sujet. Donc on peut commencer par déblayer le sujet dans son ensemble et répondre à cette question à laquelle Bruno Tertrais vous tentez de répondre dans votre article dans Sciences Humaines. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre? Bonjour à tous et très heureux de contribuer à la réflexion du public de sciences humaines et d'autres. Euh, c'est un vieux sujet. La guerre est aussi vieille que l'humanité et la définition de la guerre fait l'objet de débats incessants. Alors, il y a des définitions, j'allais dire, presque de bon sens, et puis il y a des définitions plus codifiées, celles qu'on utilise en sciences politiques. La guerre, c'est pour moi un affrontement politique entre groupes organisés, un affrontement violent entre groupes organisés, pas forcément sous uniforme. C'est une définition très large, mais ça nous permet de distinguer la guerre d'une simple révolte, d'une révolution ou d'autres affrontements ou confrontations politiques. Donc c'est de la violence, c'est de la violence armée entre deux groupes humains et de la violence armée organisée. Pas forcément avec des armées en uniforme, en tout cas de la violence armée organisée entre deux groupes humains qui peuvent être à l'intérieur d'un État, c'est pour ça qu'on parle dans ce cas de guerre civile, Mhm. ou bien sûr entre deux ou plusieurs États, voire des coalitions d'États. Et là, on parle de guerre interétatique, le vocabulaire traditionnellement employé, mais il y a bien ces deux grands types de guerre, hein, la guerre à l'intérieur d'un pays ou la guerre qui implique plusieurs États. Alors ça, D'accord. c'est la définition, j'allais dire, presque de bon sens, en tout cas une définition simple et qui permet de couvrir une grande partie du sujet. Et puis, quand on veut étudier les statistiques de la guerre, quand on veut l'étudier de manière plus scientifique, en tout cas au sens de la science politique, ben, on est obligé d'adopter des définitions conventionnelles précises. Mhm. Et c'est pour ça qu'on se réfère la plupart du temps, même si ça peut poser problème, aux critères du nombre de morts. C'est assez tragique, voire assez sinistre, mais c'est la manière dont on distingue une guerre d'un conflit mineur, par exemple. Et on va dire, alors ce que font les grands instituts de recherche qui se consacrent à l'étude de la guerre au sens de la science politique, qui font des statistiques sur la guerre, c'est que par exemple, un conflit qui fait plus de 1000 morts sur une année, une mort au combat sur une année, ça s'appellera une guerre majeure, une vraie D'accord. guerre, entre guillemets, si j'ose dire. Mais en revanche, quand c'est par exemple une série d'actes de terrorisme par un groupe bien installé dans un État qui se dresse contre le pouvoir central, est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est une guerre mineure? Est-ce que c'est un conflit? Est-ce que c'est autre chose? Donc ces problèmes de définition, ils sont incessants.
mais on est bien obligé d'avoir des définitions conventionnelles, d'adopter des conventions, pas totalement arbitraires, même si elles sont discutables, pour pouvoir faire ensuite des statistiques et puis répondre à la question, est-ce qu'il y a de plus en plus de guerres? Est-ce qu'il y en a au contraire de moins en moins? Est-ce qu'il y en a plus en Afrique, en Europe, etc., pour dessiner de la manière la plus précise possible le paysage de la conflictualité moderne. J'ajouterais que les usages ou les définitions se sont peut-être aussi brouillées du fait des usages politiques du terme de guerre. Par exemple, le président Emmanuel Macron avait employé une rhétorique très guerrière pour parler du combat contre le Covid. Je dis combat volontairement parce que c'est vraiment ce lexique-là qui était employé. Nous sommes en guerre, il l'avait martelé à plusieurs reprises, alors que bizarrement, il n'a pas dit nous sommes en guerre quand s'est déclaré le conflit russo-ukrainien, qui pourtant nous place objectivement dans une situation un peu ambiguë par rapport à nos alliances politiques internationales. Oui, mais la raison pour laquelle il ne dit pas nous sommes en guerre à propos de l'Ukraine, c'est parce que la France n'est pas en guerre. La France est impliquée dans la guerre en Ukraine, mais elle n'est pas partie prenante au conflit. On a beaucoup parlé de cette fameuse notion de co-belligérance dans les médias depuis 3 mois, mais la co-belligérance, ça n'existe pas. En droit international, et c'est le cas depuis 1945, on dit soit vous êtes partie à un conflit, soit vous n'êtes pas partie à un conflit. C'est assez simple. Alors évidemment, sur le plan politique, on peut imaginer que la Russie nous voit comme un participant, mais du point de vue du droit international, aujourd'hui, la France n'est pas en guerre, elle n'est pas partie prenante à la guerre en Ukraine. Pour revenir à ce que... Pardon, oui. Pourquoi juste on pour dit qu'elle n'est répondre pas à... partie prenante? Parce que, par exemple, le fait qu'elle envoie des armes ne fait pas d'elle une partie prenante? Absolument. Le fait d'envoyer des armes quelque part, qui en l'espèce veut dire aider un pays à assurer sa légitime défense, puisque le cas d'agression est caractérisé, ça n'est pas être parti à un conflit. C'est quelque chose qui est autorisé même par la Charte des Nations Unies, mais ça n'est pas être parti à un conflit. Alors, je reviens sur ce que disait Héloïse à propos de cette définition un peu brouillée de la notion de guerre. Je dirais qu'il y a la vraie guerre, et puis il y a la guerre comme métaphore. La guerre comme métaphore, c'est déjà assez ancien. On parlait par exemple beaucoup dans les années 80 aux États-Unis de guerre contre la drogue. Alors, il se trouve qu'on utilisait parfois des moyens militaires pour lutter contre les bandes en Amérique latine qui faisaient le trafic de drogue. Ça, c'est vrai, mais c'était au sens métaphorique. On parle de guerre contre telle ou telle maladie. On a parlé bien sûr de la guerre contre le terrorisme, et la France était très réservée vis-à-vis de l'emploi de cette métaphore, jusqu'à ce qu'elle soit elle-même touchée à de multiples reprises et de manière tragique en 2015. Et à l'époque, le président Hollande n'hésitait pas à dire que nous étions en guerre contre le terrorisme. Donc, dès que ça vous touche vous-même, c'est vrai que vous vous sentez parfois porté à utiliser des métaphores que vous rejetez d'habitude. Et puis, le dernier exemple, c'est bien sûr, effectivement, Emmanuel Macron. Moi, j'avais appelé ça son moment Clémenceau. Voilà, il avait employé ce terme pour signifier, parce qu'évidemment, on ne l'emploie pas par hasard, c'est pour dire nous mobilisons les ressources de la nation pour lutter contre un péril qui nous menace. C'est ça que ça veut dire, l'emploi métaphorique du terme de guerre. Donc c'est vraiment un usage différent qui est devenu assez courant, qu'on peut discuter bien sûr, mais qui est devenu assez incontournable parce que voilà, presque tout le monde l'emploie. C'est peut-être à tort et à travers, mais il faut reconnaître l'existence de cet emploi métaphorique du terme de guerre. Je peux faire une petite parenthèse. Ça avait une autre vertu pour Emmanuel Macron, c'est que ça lui permettait de piloter la lutte contre le Covid depuis le Conseil de défense et de sécurité nationale. On a beaucoup dit que les décisions étaient prises par le haut à l'Élysée. En fait, ce n'était pas Emmanuel Macron tout seul, c'était le Conseil de défense et de sécurité nationale, donc qui comprend certains membres du gouvernement. Et c'est vrai que dans la doctrine française, la lutte contre une pandémie majeure, ça rentre bel et bien dans notre concept de sécurité nationale au sens large. Donc on peut discuter de la conduite, bien sûr, de la lutte contre la pandémie au niveau français ou international, mais en tout cas, ça n'était pas incohérent avec ce qu'envisageaient déjà avant la Covid, les institutions et les doctrines de l'action publique française. D'accord. Donc pour continuer un peu sur ce sujet, quelles sont les causes principales des guerres historiquement et aujourd'hui? Peut-être qu'elles sont différentes, je ne sais pas. Je vais peut-être d'abord dire un mot de ce qui est
non pas les invariants, j'aime pas trop l'idée d'invariant, mais c'est un terme qui revient souvent, mais pour aller au plus simple et au plus direct, je dirais que la guerre, c'est toujours une affaire d'intérêt et de passion. D'intérêt et de passion, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr des intérêts en jeu, le pouvoir, le territoire, parfois les ressources, mais il y a presque toujours aussi ce qu'on appelle souvent des passions, c'est-à-dire des sentiments tels que l'honneur, la gloire, la réputation, et puis tout simplement les passions humaines, celles qui font que nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas que des acteurs rationnels, et qu'il s'agisse de la guerre, de la paix ou d'autres activités, il y a toujours une part d'irrationalité ou en tout cas de non réductible à la simple défense des intérêts. Et ce qui me gêne parfois dans certains débats publics, c'est que il y a toujours une partie de l'opinion, une partie des commentateurs, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs, qui est tenté de réduire telle ou telle guerre à un conflit pour ceci ou pour cela. Il y aurait toujours une cause première, alors qu'il y a presque toujours des causes multiples dans un conflit, dans une guerre. Mais je vois que, par exemple, dans les conflits des 20 dernières années, on a souvent dit « Ah, ça c'est pour le pétrole », ou « ça c'est pour le gaz », ou « ça c'est une affaire de gazoduc », etc. Ça me semble, alors parfois totalement faux, et souvent très réducteur. Il y a très souvent, puisqu'on en parle beaucoup, des enjeux énergétiques, effectivement, dans les conflits, qu'ils soient civils ou interétatiques, mais il est extrêmement rare, quasiment inédit à l'époque contemporaine, que ce soit le premier facteur, le facteur essentiel pour expliquer un conflit. C'est une manière simpliste, je n'hésite pas à le dire, d'expliquer les guerres qui sont presque toujours multifactorielles, comme beaucoup de crises. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que je participais de manière très personnelle au débat sur ce qui s'est passé au Stade de France. Voilà. Mais comme tous les accidents, comme toutes les catastrophes, il peut y avoir une cause racine, pour employer le vocabulaire du gouvernement, mais il y a toujours plusieurs causes. Et les accidents, les catastrophes, et les guerres sont des catastrophes, c'est très souvent multifactoriel. Il peut y avoir un facteur principal, mais c'est rarement réductible à une seule cause. Dernier mot, ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup moins de guerres de ressources, c'est-à-dire de guerres dans lesquelles la captation des ressources par un État au détriment d'un autre est centrale dans l'explication du fond du conflit. Il y en a beaucoup moins que c'était le cas il y a 70, 80 ans, même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et à cela, une explication très simple, c'est que, on va appeler ça la mondialisation, et comme disaient les anciens, il est devenu plus facile d'acheter que de voler. Autrement dit, si vous avez besoin de pétrole, c'est beaucoup moins coûteux de l'acheter sur le marché mondial que d'aller vous saisir d'un puits de pétrole. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun enjeu pétrolier dans les conflits. Et il y en a dans la guerre de 91 opposant l'Irak au Koweït, plutôt l'invasion du Koweït. Si la coalition internationale est intervenue, c'est par crainte aussi qu'à un moment, l'Irak maîtriserait tellement de ressources pétrolières qu'il pourrait faire la loi sur le marché pétrolier mondial. Donc c'était un problème économique, mais ce n'était pas un problème de ressources. De même, en Syrie, Daesh s'est financé largement, en partie en tout cas financé, par la captation et la revente de produits pétroliers. Dernier point sur cette question des ressources, parce qu'elle est très souvent posée. Lorsque les ressources sont l'enjeu principal d'un conflit, c'est très souvent dans les guerres civiles et non pas dans les guerres internationales ou interétatiques. Et c'est bien plus du fait de leur abondance que du fait de leur rareté. C'est pas parce qu'on manque de pétrole ou de minerais, mais c'est parce que les terres sont riches. Donc on voit beaucoup en Afrique notamment, mais aussi en Asie, de phénomènes de prédation de ressources qui font partie des ressorts principaux des guerres civiles. Alors, deux réactions à chaud sur ces deux réponses. La première, évidemment, ça fait penser à Thucydide. On en revient au VIe siècle avant notre ère, l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Il note 3 grands facteurs déclenchants. Ce sont la crainte, l'honneur et l'intérêt. La crainte et l'honneur, ça renvoie effectivement à la psychologie, au comportement humain, aux passions. L'intérêt, ça renvoie à la dimension matérielle. C'est intéressant de l'avoir toujours en tête, ne serait-ce que pour analyser les guerres, parce que finalement, on se rend compte que toute approche de la guerre est nécessairement mixte. Ça sert à rien de
d'avoir des œillères sur les dimensions psychologiques en ne voyant que les aspects matériels, ce qui est parfois le cas, ou l'inverse. Il faut combiner les disciplines, les méthodes qualitatives, quantitatives, et c'est pour ça que l'analyse de la guerre est nécessairement pluridisciplinaire. Aux États-Unis, il y a les War Studies. C'est vraiment un champ qui s'est développé à part entière, et comme toutes les studies, ça fait appel à différentes cultures disciplinaires. Et puis sur le deuxième aspect, sur finalement le fait que, eh bien, on aurait de moins en moins de guerres pour les ressources, pour l'intérêt. Je pense que ça prête quand même à discussion, parce que là encore, il y a ce que disent les États, et puis il y a la réalité économique derrière. C'est un aspect que vous avez développé dans votre article pour Sciences Humaines, Bruno, et c'est celui sur lequel nous avons eu le plus de courriers, et je pense que vous ne serez pas étonné par ça. Jean Lien, par exemple, attention, pour expliquer la guerre à la façade, celle qu'on montre au peuple, la réalité qui se cache derrière est souvent moins reluisante et bien plus matérielle justement. La Syrie, l'État islamique, le pétrole est derrière. L'Irak aussi. Les Ouïghours, une population au travail, une ressource humaine de main-d'œuvre. Non, pour ce qui me concerne, nous dit cette lectrice, mon opinion est faite. Les belles idéologies sont celles montrables dans une société fortement médiatisée et éduquée à réagir à chaud et à réfléchir avec ses émotions sans prendre du recul. Voilà. Et elle recommande chaleureusement un livre de Mathieu Ozano, Or Noir, la grande histoire du pétrole que vous connaissez sans doute. Oui, alors je pourrais répondre aux arguments s'ils étaient plus développés, mais je pense que la manière dont ce message est présenté suggère que par nature, il y aurait des enjeux cachés que l'on cacherait, pour reprendre le vocabulaire du message, que l'on cacherait au peuple, entre guillemets. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés dans lesquelles le secret est de plus en plus difficile à cacher, que l'idée selon laquelle il y aurait des vrais enjeux qui ne sont, entre guillemets, pas montrés est de moins en moins crédible, parce que trop de choses, trop d'acteurs, trop de médias, trop de communication, trop d'images pour que ce soit le cas. Et par ailleurs, je me permets toujours évidemment de renvoyer la balle. Je dis, très bien, si un contradicteur me faisait face, je dirais, mais quels arguments avez-vous pour dire cela? Et encore une fois, pour reprendre l'exemple du pétrole, parce que c'est vrai qu'il arrive souvent, par exemple dans les conflits des zones pétrolières, je ne dirais pas que le pétrole n'est pas du tout présent. Il est toujours quelque part, le pétrole, bien sûr. On ne peut pas comprendre la volonté de sécession du Kurdistan en Irak si on ne voit pas que le Kurdistan avait les moyens, estimait avoir les moyens, avec ses puits de pétrole, de se débrouiller tout seul sans l'Irak. Mais on peut donner des arguments, juste un ou deux arguments. Par exemple, quand vous avez vu en Irak, puisque c'est souvent un exemple donné, l'attribution des contrats d'exploitation pétrolière après la stabilisation, entre guillemets, de l'Irak au début des années 2000, il y a eu très très peu de contrats pour les compagnies américaines. Par ailleurs, surtout, vous pouvez dire aussi, si le sujet à l'époque avait été le pétrole pour les Américains, il était infiniment plus simple pour eux de lever les sanctions et de faire un deal avec Saddam Hussein. C'était infiniment plus simple et moins coûteux. Enfin, voilà, il y a toujours, à mon avis, il y a beaucoup plus d'arguments pour mettre en doute cette thèse du pétrole ou du gaz au centre du jeu de la conflictualité que d'arguments inverses. Et alors parfois, c'est quasiment une légende. Quelque chose qui a beaucoup tourné il y a une dizaine d'années à propos de la guerre en Syrie. Ça avait été relayé d'ailleurs par un homme politique français de premier plan. C'est une histoire de gazoduc. Vous avez peut-être déjà entendu ça, certains auditeurs ont déjà entendu ça. Alors ça, pardonnez-moi, là pour le coup, c'est n'importe quoi. Voilà, je ne peux pas dire les choses autrement. Et dès qu'on se penche un peu sur le sujet, on s'aperçoit que ça n'a absolument aucun sens. Mais vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la Russie tient autant au Caucase si vous ne voyez pas que c'est aussi le nœud des gazoducs de la région. Donc ça veut dire que la sécurité de ces gazoducs, voire leur maîtrise, est importante aussi. Voilà. On ne peut pas comprendre le rapport de force entre l'Europe, l'Ukraine et la Russie si on ne prend pas en compte l'enjeu énergétique. Bien sûr,
Et la Russie était probablement persuadée que nous n'aurions pas le courage de nous débarrasser de cette dépendance énergétique vis-à-vis d'elle. Donc voilà. Mais je le répète, et c'est peut-être mon point principal sur le sujet, les enjeux matériels et notamment énergétiques sont très souvent infiniment moins centraux ou beaucoup moins importants que ce que l'on peut être tenté de dire, de voir ou d'entendre. D'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez, je me demandais, souvent, en tout cas pour ma part qui ne connaît pas grand-chose et en écoutant les médias parler de guerre, souvent c'est les enjeux stratégiques et matériels dont on parle le plus. Et l'idée que vous avanciez tout à l'heure de l'importance des passions est très rarement traitée, en tout cas pas vraiment en profondeur. Est-ce que vous avez une explication à ça? Pourquoi est-ce que on préfère mettre l'accent sur les raisons stratégiques d'une guerre plutôt que sur les passions des peuples et des dirigeants? Bien sûr, parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Parce que les passions, les émotions, tout ce qui sort de la rationalité évidente, c'est infiniment plus difficile à comprendre, à maîtriser, à appréhender. Qui peut prétendre être dans la tête de Vladimir Poutine aujourd'hui, même si on commence à avoir une petite idée de sa psychologie. Mais voilà, je prends cet exemple parce qu'il est particulièrement important, mais je pense que la décision personnelle, le caractère personnel du pouvoir en Russie et ce caractère très secret, très fermé de la personnalité de M. Poutine rend les raisonnements sur que veut exactement la Russie particulièrement difficile. Donc là, ça c'est la réponse longue à votre question. La réponse courte, encore une fois, je le répète, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de trouver une explication du type c'est les ressources, c'est le gaz, c'est le pétrole, ou comme je l'ai lu parfois, pour la Russie, ça serait de récupérer ces fameuses terres noires extrêmement fertiles du sud de l'Ukraine. Alors, je ne dis pas qu'elle n'en profite pas, d'ailleurs on voit d'ailleurs qu'elle exporte elle-même du blé volé aux Ukrainiens, mais en faire la première cause, ça me semble absurde. En revanche, dans les années 1940, pour l'Allemagne, mettre la main sur ces terres, dans une logique de ce que le nazisme appelait le Lebensraum, l'espace vital, c'était alors, à l'époque, beaucoup plus important. Mais aujourd'hui, on le voit bien, malheureusement, pour les Égyptiens et les Libanais et les autres, le blé, c'est un marché mondial. Voilà. On n'a plus besoin, la notion d'autosuffisance alimentaire n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Voilà, donc ce que je disais en gros sur le pétrole et le gaz, c'est valable aussi pour le blé et le maïs. D'accord. Alors, j'ajouterais quand même que peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais je trouve que du côté de la science politique, il y a quand même de plus en plus de chercheurs qui travaillent sur les ressorts émotionnels, moraux, psychologiques des conflits. Alors, on peut penser déjà à Bertrand Badi, qui avait beaucoup travaillé sur la question de l'humiliation, à quelqu'un comme Thomas Lindemann, qui travaille sur la notion de reconnaissance dans les relations internationales. Il y en a d'autres, comme Jean-Vincent Hollande ou Michel Hastings, qui travaillent aussi sur ce côté... sur la question aussi de la maximalisation qui se produit dans un conflit. En gros, plus le conflit progresse, plus les gens se réfugient dans des identités belligérantes, c'est-à-dire il y a eux contre nous. Et ça, c'est fondé sur des ressorts émotionnels, psycho-affectifs très profonds qui peuvent être d'autant plus enracinés que le conflit est ancien. Et je trouve que du côté de la science politique, des relations internationales, il y a quand même maintenant de belles ressources pour penser ces aspects-là. Tout à fait. Et ce n'est pas moi qui ai été éduqué intellectuellement par Pierre Asner, qui a écrit en 2004 dans Commentaire un article fondateur qui s'appelait La revanche des passions, exact. qui avait été effectivement un des premiers grands intellectuels en France à remettre dans le champ public cette dimension tout à fait centrale. Et Héloïse, vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qui n'est absolument pas absent du champ de la recherche, mais qui est forcément moins aisément médiatisé. Mais vous avez eu raison tout à l'heure de reparler de Thucydide. Thucydide, il parlait de la peur, l'honneur, l'intérêt. Raymond Aron disait, lui, la puissance, l'intérêt et la gloire, je crois, enfin, j'ai plus les trois termes. Oui. Voilà, donc c'est une manière de dire presque la même chose, et encore une fois, dans ces deux très beaux esprits que plusieurs millénaires séparent,
on voit quand même là quelque chose qui ressemble un petit peu à des invariants. Donc voilà, mais c'est forcément plus difficile à quantifier, c'est forcément plus difficile à évaluer. Donc il y a une partie de la science politique, notamment la science politique de tout ce qui est Kant, c'est-à-dire notamment les Américains qui adorent faire du quantitatif, qui sont beaucoup plus démunis, à mon sens, une partie du monde. Alors, il y a de tout aux États-Unis, mais la science politique américaine a été très marquée pendant très longtemps par le quantitatif. Or, si vous voulez faire du quantitatif, c'est aussi peut-être plus tentant de moins mettre l'accent sur les facteurs plus émotionnels, plus passionnels, voire plus irrationnels. La question de l'identité, en revanche, elle est centrale et est un peu à la confluence des passions et des intérêts. Ce qui se passe, évidemment, je ne vais pas répéter ce qu'on entend beaucoup depuis 3 mois et ce qui est vrai, à savoir que l'identité russe, depuis longtemps, ne se pense qu'avec l'Ukraine. L'Ukraine fait partie de l'ensemble russe. Et pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'Ukraine, c'est vrai que la partie ukrainienne de cet ensemble slave a énormément contribué à ce qu'est la Russie contemporaine aujourd'hui. Donc, il y a un aspect identitaire fort. Et bien sûr, de l'autre côté, l'Ukraine est en train de consolider son identité nationale propre à travers ce conflit. Donc, bien sûr, et sans même parler après de tout ce qui est tous les facteurs qui poussent à la radicalisation militaire sont aussi souvent des facteurs qui poussent à la radicalisation politique. On le voit dans les conflits qui durent longtemps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il faut espérer que cette guerre-là ne durera pas trop longtemps, parce qu'on a vu par exemple en Syrie la radicalisation progressive de mouvements d'opposition qui sont devenus progressivement beaucoup plus sensibles aux thèses djihadistes, en partie par désespérance. Et voilà, cette idée d'identité, le facteur identitaire dans les guerres, vous avez tout à fait raison de le souligner, et, il est central. L'identité, ça peut être le groupe, la région, la nation, un ensemble plus large. Voilà, ça peut être la défense de la civilisation. Vous voyez déjà ça pendant le premier conflit mondial. Hein. Les leaders américains et britanniques le disaient, c'était une guerre de civilisation. Hein. On pense que ce vocabulaire, c'est George Bush et Sam Huntington, mais non, c'est un vocabulaire qu'on entendait déjà à l'époque, pendant le premier conflit mondial. Alors, avant d'aborder plus précisément la guerre en Ukraine, j'avais une dernière question générale. On entend de temps en temps, notamment dans la bouche de Monsieur Steven Pinker, le psychologue, que les conflits sont en déclin, en tout cas récemment, qu'après les grands conflits du XXe siècle, les guerres mondiales, la guerre froide, etc., voilà, aujourd'hui on vit dans un monde qui est bien plus apaisé qu'avant. Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Oui, alors je fais partie des gens qui modestement y ont un peu travaillé avant l'ouvrage de Steven Pinker. Donc moi j'avais développé ceci au début des années 2010. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de séduisant dans la thèse de Pinker la thèse qu'il a popularisée et qu'il a développée, selon laquelle la violence physique dans les sociétés modernes est en déclin. Je sais que ça provoque, quand on le dit comme cela, des réactions parfois instinctives. Et quand on regarde sur la longue durée, l'idée de l'atteinte à la personne physique est une idée de plus en plus légitimée depuis plusieurs siècles, enfin, sur une durée de plusieurs siècles. Alors ça se traduirait, selon certains, dont il est et dont je fais partie aussi, peut-être de manière moins assurée, par une réduction sur la longue durée du nombre de grandes guerres, du nombre de grands conflits. Alors là, c'est là qu'on se heurte tout de suite à la difficulté que j'avais soulignée dès le début de cette émission. Ça dépend comment est-ce qu'on compte les guerres. Qu'est-ce qu'une guerre ? Et on peut constater par exemple que la guerre interétatique, la guerre entre États, la guerre traditionnelle, la guerre, j'allais dire, des livres d'histoire, elle tend à être de moins en moins fréquente. Plus important peut-être, elle n'est plus considérée dans une grande partie du monde comme un instrument légitime de politique. C'est ça le grand changement. Et c'est là où Pinker met le doigt sur quelque chose. C'est à peu près personne en Europe ou aux États-Unis ou au Japon, surtout pas au Japon d'ailleurs,
ne considèrent que la guerre est un instrument normal de politique étrangère. Mhm. Et dire cela, c'est déjà mettre le doigt sur quelque chose qui n'était pas du tout évident il y a 2 siècles et même il y a 1 siècle. Et c'est là que le grand basculement des années de la grande tragédie mondiale des années 1914-1945 a peut-être joué un rôle, j'allais dire, si ce n'est de vaccin, même si c'est un mot qu'on entend dans ces discussions sur la guerre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe qui va de pair avec la délégitimation dans l'ensemble de la torture, par exemple, qui était quelque chose de normal, la torture, il y a 3 ou 4 siècles. Ça n'est plus aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un long dégagement pour vous dire que la thèse de Pinker est beaucoup plus large que celle d'une... Alors j'entends un clavier qui fait beaucoup de bruit, excusez-moi, j'espère que c'est... Voilà. Arrête. Non, mais il suffit de mettre sur mute, chère Héloïse. Et, je prends des notes sur ce que vous dites. Donc, il y a la thèse de Pinker qui est effectivement qu'il porte, qui est très intéressante parce qu'elle va bien au-delà de la guerre. C'est l'idée d'une pacification des mentalités humaines quant au rapport à la violence. Encore une fois, sur la très longue durée. Lui, il s'intéresse à une durée de plusieurs siècles, même si on peut avoir des rechutes, évidemment. Et puis l'idée spécifique de la réduction du nombre de guerres. Et là, on voit par exemple que très clairement, il y a aujourd'hui très peu de guerres interétatiques dans le monde. Et en fait, ces grands retours de la guerre auxquels on assiste régulièrement, on parle toujours du retour de la guerre, oui, on en a parlé 4 ou 5 fois déjà dans les 30 dernières années. Dès qu'il y a eu les guerres en Yougoslavie, c'était le retour de la guerre, puis c'était l'Irak, le retour de la guerre. Bon, enfin, et puis la guerre contre le terrorisme, et puis l'Ukraine. Bon, la guerre n'est jamais partie, elle sera toujours là, mais en tout cas, il est clair que la guerre classique entre États est plutôt, sur la longue durée, en train de devenir un phénomène assez marginal. Après, est-ce que l'explication de Pinker est la bonne? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Là, il y a d'énormes débats entre politistes, entre sociologues, bien sûr, débats passionnants d'ailleurs et qui méritent d'exister. Juste un dernier mot à propos de ces problèmes statistiques, pour répondre à la question est-ce qu'il y a de moins en moins de guerres ou pas? J'ai dit tout à l'heure que le principal critère utilisé, c'était la diminution du nombre de morts au combat. Parce qu'il faut bien avoir un critère. Bien sûr, la guerre, c'est épouvantable, pas forcément au combat, du fait des combats, c'est-à-dire en comptant les victimes civiles qu'on appelle collatérales dans le langage stratégique. Mais on ne prend pas en compte le fait qu'il y ait une mortalité, par exemple, plus élevée dans les pays en guerre parce que les systèmes de santé sont détruits. Donc là, c'est pas pris en compte. Mais même si on se limitait aux simples morts militaires, on peut dire que la médecine militaire et les soins apportés aux combattants sont tellement plus importants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 1 siècle que le critère n'a plus beaucoup de sens. Parce que les premiers tueurs de soldats, à l'époque napoléonienne, c'était la maladie. C'était la maladie. Et donc, vous voyez, on voit que, voilà, forcément, s'il y a des gens qui partent en opération dans une contrée lointaine, et s'il y a la moitié des soldats qui sont... le typhus, par exemple, faisait partie de ces maladies, qui meurent en étant en opération, mais du fait de maladies. Aujourd'hui, ils n'auraient pas les mêmes maladies, donc ils ne sont pas comptés comme morts. Enfin, voilà, je mets l'accent, je mets le doigt sur un sujet qui fait partie du débat sur la statistique, sur cette statistique des guerres, plus de guerres ou de moins en moins. Il y a un autre argument statistique sur lequel je ne vais pas m'étendre parce qu'il est extrêmement complexe et nombre d'entre vous ont sûrement entendu parler d'un auteur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, auteur d'un ouvrage qui s'appelle Le Signe noir sur les événements très improbables. Et lui, il démontre, parce que c'est un statisticien, lui, il cherche à montrer que du point de vue statistique, on peut même discuter du fait que la courbe est vraiment... Enfin, je ne rentre pas, c'est vraiment un débat statistique extrêmement complexe, mais lui pense en gros, là je vais en revenir à un argument compréhensible par tous, que les grandes guerres sont tellement rares qu'il est impossible d'en faire une statistique, même sur la longue durée. Voilà. C'est de toute façon des phénomènes tellement exceptionnels et tellement rares que le fait qu'il n'y ait pas eu de guerre entre grandes puissances depuis 1945, ce qui est à mon sens est une thèse qui se défend, enfin de grandes guerres entre grandes puissances, ce qui est quand même assez rare dans l'histoire mondiale. Pour lui, ça n'est pas un argument parce qu'en fait, les séries sont trop courtes et les événements sont trop rares. Voilà. Je m'arrête sur le débat statistique, mais tout ça, c'est pour vous donner toute la complexité du débat. Et Louise, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Non, je suis assez d'accord et
il y a des conclusions juste sur, en fait, en termes d'hygiène intellectuelle aussi, je trouve, du travail sur les signes noirs, c'est qu'on peut pas, puisqu'on ne peut pas prévoir l'avenir, et ben c'est d'autant plus important, j'ai envie de dire, de s'informer à des sources, à des sources multiples, de diversifier ces approches, de pas s'enfermer dans un cadre de pensée unique, parce que effectivement, l'histoire est chaotique, il y a de l'imprévu, et puis il faut aussi savoir évidemment revoir ses jugements a posteriori quand on s'est trompé. Et dans l'analyse de l'actualité, il y a parfois beaucoup d'erreurs. Mhm. Bonsoir Sikfi sur Twitch, donc on va attaquer la partie sur l'Ukraine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser toujours en direct. J'ai besoin de vous faire 10 secondes de pause pour une raison familiale. J'arrive tout de suite. Pas de problème. Ok, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints sur Twitch, sur Facebook. Voilà, j'espère que ça va pour vous, que vous suivez. En tout cas, moi je trouve que les propos de Bruno Tertrais sont très clairs, et les tiens aussi d'ailleurs, Héloïse. Donc on va poursuivre. Je suis avec vous. Voilà, je suis avec vous. Parfait. Allez-y pour la question. Alors, je voudrais vous poser du coup une question sur la guerre en Ukraine qui a trait à ce que vous disiez tout à l'heure. On parlait tout à l'heure des causes des guerres, Oui. des causes multiples. Quelles sont selon vous les causes, sans doute multiples, de ce conflit en Ukraine? Écoutez, pour moi, la cause principale, on est vraiment là dans un conflit qui est un peu moins multifactoriel que beaucoup d'autres guerres. Pour moi, il y a une certaine clarté stratégique aujourd'hui dans cet événement qui n'existe pas dans d'autres conflits. Autrement dit, l'incapacité ou l'absence de volonté de la Russie contemporaine, du leadership russe contemporain, de se penser autrement comme un pays qui n'a pas le rang qu'elle mérite, qui n'a pas la puissance qu'elle mérite, et qui ne peut supporter de voir l'Ukraine s'éloigner de la Russie alors que ces deux pays ont vécu en symbiose plus ou moins forcée depuis plusieurs siècles. C'est quelque chose, voilà, ce sont des ressorts assez simples, mais à mon avis assez justes. Il faut se rendre compte que quand même pour la Russie, l'indépendance de l'Ukraine en 91, c'est une amputation. C'est une amputation. Mais attention, une amputation qu'elle accepte, et c'est important, puisqu'il faut toujours rappeler qu'on essaye quand même en tant qu'Européens de valoriser le droit international autant qu'on peut. C'est qu'à de multiples reprises, par une série de déclarations et d'instruments internationaux et de traités et d'accords bilatéraux, entre 1991 et 2022, la Russie a reconnu officiellement l'existence de l'Ukraine comme État indépendant dans ses frontières. Donc mais ça a été douloureux, c'est très clair, ça a été douloureux. Donc on peut à la fois reconnaître que ça a été douloureux et trouver inadmissible qu'un État veuille renverser ce statu quo de la manière la plus violente possible, comme le fait la Russie aujourd'hui. Donc il y a des moments quand même où, après avoir beaucoup dit que les conflits étaient multifactoriels, voilà, alors bien sûr il y a d'autres facteurs, mais là on est vraiment en face, à mon avis, d'une sorte de clarté stratégique qui est assez rare, à mon avis, dans l'environnement contemporain. Bien sûr, les actions des Occidentaux ont contribué à radicaliser la Russie, mais j'allais dire que ça n'est pas une raison et c'est surtout pas une excuse. Autrement dit, par exemple, on parle beaucoup de l'élargissement de l'OTAN, un sujet que je pense connaître particulièrement bien. Par exemple, il y a 20 ans, on a dit justement pour que la Russie ne se sente pas menacée, que si on élargit l'OTAN, on n'installera pas de force de l'OTAN en nombre substantiel dans les pays, sur le territoire des nouveaux membres. Voilà. Puis, il ne faut quand même pas oublier que l'élargissement de l'OTAN, c'est plus des pays qui sont venus réfugiés sous les jupes occidentales que l'OTAN qui a cherché à étendre ses tentacules près de la Russie. Mais on n'a pas installé de base de l'OTAN massive vers les frontières de la Russie. Donc, il y a eu quand même vraiment des gestes. On a essayé de rassurer la Russie. Donc voilà, c'est ça pour dire qu'il y a aussi cette dimension, je dirais, les guerres, c'est comme les accidents de la circulation ou les histoires de couple. C'est jamais 100% la responsabilité d'une partie. Il y a toujours au moins un 1% ou un 5% ou un 10% qui est de la responsabilité
d'une autre partie. Mais je le répète, on est quand même là dans une clarté stratégique assez rare. Ceci dit, je pense qu'on peut retrouver évidemment l'honneur, la crainte et l'intérêt de Thucydide. L'honneur, c'est celui de la Russie, puissance impériale, et voilà, et la volonté, c'est ce passé qui passe pas au fond, et la volonté de restaurer une grandeur, un honneur, une puissance. Voilà, et puis la dimension d'intérêt est aussi assez claire. Donc on retombe quand même toujours sur ces grands invariants, malgré voilà, c'est les formes singulières qu'elles prennent selon les pays, les cultures et puis les époques. Je suis totalement d'accord. C'est encore une fois, mais c'est la simplicité de ces termes et le fait qu'ils soient tellement en phase avec les ressorts fondamentaux de l'activité humaine qui les rendent encore pertinents aujourd'hui. Bien sûr, la peur, l'honneur, l'intérêt, oui. Oui, c'est vrai, parce que la peur, on peut en dire un mot. La Russie est sincèrement parfois paranoïaque. Alors, elle instrumentalise aussi sa paranoïa. Et puis, dans le système de pensée russe, la paranoïa est tellement intégrée que de toute façon, on a des filtres cognitifs qui empêchent de voir les choses d'une autre manière. Mais c'est vrai, quoi que fassent les Occidentaux, les Européens, l'OTAN, les États-Unis, il y a de toute façon, moi j'ai été témoin de discussions stratégiques russo-américaines dans les années 2010, où il y avait quoi que l'on fasse, la Russie ne nous croit pas. Il y a aussi cette dimension. Et donc oui, la peur est réelle. Vous savez, on sait maintenant que l'Union soviétique avait peur d'une attaque occidentale. Aujourd'hui, ça nous paraît absurde. Mais il faut comprendre justement ce qui se passe dans la tête de l'autre, même si ça nous paraît absurde. L'idée que la Russie puisse craindre que nous, occidentaux, l'attaquions, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger totalement. Enfin, c'est une absurdité, mais cette absurdité peut exister dans la tête de l'autre et il faut effectivement en tenir compte. Alors, on a une question dans le chat à propos des accords de Minsk. Est-ce que l'Ukraine les a respectés? Peut-être on peut rappeler ce que sont les accords de Minsk et est-ce qu'ils ont joué un rôle dans le conflit qui a éclaté au mois de février? Alors, les accords de Minsk, c'est une tentative de stabilisation de la situation en Ukraine après 2014, sous l'égide de la France et de l'Allemagne, non pas comme puissance tutélaire, mais en tout cas comme accoucheuse. Et les deux grandes dispositions de l'accord de Minsk, c'est de dire retrait des forces étrangères, retrait des armements lourds d'un côté, et une forme d'autonomie pour le Donbass, jusqu'à éventuellement pouvoir avoir un droit de regard sur les grandes orientations stratégiques de l'Ukraine tout entière. Alors, c'était un compromis difficile, bancal comme beaucoup de compromis. On ne peut pas dire que l'Ukraine ne l'a pas appliqué, ou alors il faut dire aussi que la Russie ne l'a pas appliqué non plus. Personne ne l'a appliqué. Le grand problème, c'était le phasage. Le phasage, c'est la séquence, dans quel ordre on fait les choses. Et l'Ukraine disait, avec quelques raisons quand même, bon, écoutez, d'accord, pour une forme d'autonomie, mais on veut que les combats cessent et que tout ce qui est étranger sorte du Donbass d'abord. Ce qui n'était pas complètement absurde. Quand vous avez votre territoire qui est en partie occupé, ce n'est pas la meilleure configuration pour prendre des décisions constitutionnelles de manière sereine. Il y avait un deuxième sujet. Ce que Kiev refusait, et là encore on peut peut-être les comprendre, c'était que le Donbass tout seul est un droit de veto sur ce que ferait l'Ukraine à l'avenir, y compris rentrer dans l'Union européenne par exemple. Parce que de facto, c'était donner un droit de regard à Moscou sur l'entrée éventuelle ou même le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne. Donc je dirais que personne ne les a appliqués, ces accords, et voilà, à un moment, tout le monde a cessé d'y croire. On continuait à discuter, bien sûr, parce qu'il faut toujours discuter, en pensant que discuter, ça pouvait éviter la guerre. Mais en tout cas, maintenant, ils sont évidemment totalement, à mon sens, nuls et non avenus. Je rappelle quand même, j'ai parlé de l'Union européenne à l'instant. Il faut toujours rappeler que dans cette histoire de Russie qui craint l'Ukraine, une Ukraine qui s'éloigne d'elle, c'est pas l'OTAN la question principale. La question principale, c'est l'Europe. Il faut quand même toujours se rappeler qu'en 2013-2014, au moment de ce qu'on appelait l'Euromaïdan, c'est pas des drapeaux de l'OTAN que les Ukrainiens agitent, c'est des drapeaux de l'Union européenne. Et la force d'attraction de l'Union européenne est quelque chose d'extrêmement important, qui était insupportable, effectivement, qui était assez insupportable pour Moscou. Mais la souveraineté étant ce qu'elle est, c'était à l'Ukraine de dire, voilà, quels étaient les choix qu'elle
qu'elle souhaitait faire. Mhm. Donc voilà, je dis ça parce qu'on a beaucoup parlé de l'OTAN dans ces débats C'est vrai. et moins de l'Union européenne. Et plus on étudie ce sujet, plus on le connaît. Et je pense que la partie des gens des nombreuses personnes qui ont pas mal travaillé sur le sujet depuis 10 ans, plus je pense qu'il faut rééquilibrer un petit peu la perspective. Mhm. C'est l'attraction pour l'Europe était peut-être plus importante que l'attraction pour l'OTAN. Et est-ce que du côté de Moscou, est-ce que la perception d'une menace européenne peut être mise sur le même plan que celle d'une menace de l'OTAN? Non, parce qu'il n'y a pas de menace européenne, il n'y a pas de menace militaire européenne, il y a une menace en termes de contamination démocratique, il y a une menace en termes d'installation d'un état de droit, lutte contre la corruption, qui serait un très mauvais exemple pour la Russie, vu de Mhm. Moscou. Cela dit, excusez-moi, mais Attendez, je termine ma phrase. allez-y, allez-y. Il y a une menace sur l'idée que l'Ukraine, qui du point de vue de Moscou doit être dans une sorte de sphère d'influence russe, Mhm. puisse non seulement s'en éloigner, mais puisse devenir, pourquoi pas, un jour une sorte de modèle pour une Russie future. Là, du point de vue du Kremlin, c'était une menace. Oui, je disais peut-être que j'ai mal compris tout à l'heure, mais j'avais l'impression que vous disiez que Moscou redoutait une attaque européenne, ce qui était Non, difficile à comprendre. non. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une attaque occidentale. Bien Occidentale, sûr, pardon. dès que le militaire est en jeu, pour ce qui compte pour la Russie, ce sont les États-Unis, pas les Européens, D'accord. évidemment. C'est À moi qui ai l'époque de mal la guerre compris. froide, on sait maintenant à travers les archives et les témoignages que les soviétiques craignaient beaucoup plus une attaque occidentale que ce qu'on pensait Mhm. nous occidentaux à l'époque. D'accord. Et c'est vrai que c'était pas du tout dans le logiciel occidental de l'époque. Ok, je comprends. Alors du coup, est-ce que aussi vous avez un avis sur le fait qu'on a entendu récemment que Vladimir Poutine avait brandi la menace nucléaire? Alors on ne sait pas si c'était sérieux ou pas. Est-ce que pour vous, il y a un risque que cette guerre dégénère? Je crois que vous parliez il n'y a pas très longtemps d'un risque aussi d'un conflit semblable à la guerre froide. Voilà, comment vous voyez un petit peu le conflit? Est-ce que vous pensez qu'il peut dégénérer? À partir du moment où il y a des puissances nucléaires qui sont en jeu, bien sûr, le risque nucléaire existe. Je suis pourtant assez zen sur cette question. Mhm. Euh, je ne dirai jamais, Poutine n'emploiera pas l'arme nucléaire. Ça serait idiot de ma part, ça serait de la folie. Pas dire jamais. Je pense que la probabilité pour que la Russie emploie l'arme nucléaire est extraordinairement faible aujourd'hui, tant qu'elle ne se sent pas menacée dans son essence même, et notamment dans son territoire. Contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs, la majorité des commentateurs même, je ne vois pas de menace nucléaire russe. Quand vous regardez à la lettre les déclarations officielles des responsables russes, ils se contentent peu ou prou de rappeler ce que sont les forces russes, ce qu'est leur doctrine nucléaire, qui n'a pas changé. Et il y a très peu de volonté finalement manifeste de vouloir jouer cette carte nucléaire. Mhm. Mais simplement, on a tendance, et quand je dis on, c'est les commentateurs et même parmi les meilleurs analystes, y compris dans les cercles gouvernementaux, Poutine dit le mot nucléaire, ah ça y est, c'est une menace nucléaire. En fait, j'allais dire, il aurait pu le faire beaucoup plus parce qu'il devrait voir à quel point ça nous fait peur. Je dirais que si j'avais été à sa place, j'aurais agité la carte nucléaire beaucoup plus comme moyen de dissuader, de nous dissuader, de tenter de nous dissuader d'aider l'Ukraine. Donc voilà, moi je fais partie, pour employer un mot à la mode, des rassuristes sur cette question, mais d'un rassurisme fondé. Et je pense plutôt que c'est à ceux qui disent qu'il y a de vraies menaces nucléaires de le démontrer. Et ce qu'on a appelé la fameuse mise en alerte des forces nucléaires russes, d'abord n'était pas une mise en alerte, ensuite ne concernait pas que les forces nucléaires et n'a pas abouti à un changement de posture dans un sens plus agressif. Mhm. Par rapport à cette idée de guerre froide, il me semble que vous l'avez avancé récemment dans une interview. Est-ce que vous voyez des similitudes entre le conflit d'aujourd'hui et celui qui s'est Ouais. produit pendant la guerre froide? D'abord, la guerre froide était justement froide. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est assez chaud, surtout pour les Ukrainiens. En Je fais effet, mais partie des... on pourrait arguer qu'il y a eu des conflits très chauds pendant la guerre froide aussi, à Tout à certains fait, endroits. tout à fait. Et c'est pour ça que la question devient pertinente. Est-ce que ce à quoi on va assister, c'est le début d'une guerre froide, comme par exemple la guerre de Corée, une guerre chaude, un peu plus chaude d'ailleurs, a marqué les débuts de la guerre froide. Je fais partie des gens qui
estimait que l'image de la guerre froide, il y a une dizaine d'années, elle commençait déjà à être utilisée, employée, mais elle n'était pas vraiment pertinente. Je commence à penser qu'elle est un peu plus pertinente aujourd'hui. Autrement dit, on retrouve des schémas de confrontation de long terme, y compris avec des guerres indirectes, des affrontements limités, limités sauf pour ceux qui en souffrent, bien sûr. Ça commence à ressembler à une sorte de nouvelle guerre froide, avec beaucoup de différences, bien sûr, d'énormes différences militaires, politiques, économiques, stratégiques, tout ce que vous voulez, mais on commence à rentrer dans un schéma de confrontation multiforme, très dur, qui rend la métaphore de la guerre froide un peu moins impertinente qu'elle ne l'était il y a 10 ans. N'oubliez pas, gens qui disent par exemple, mais la guerre froide est une confrontation idéologique, mais aujourd'hui c'est aussi une confrontation idéologique. Depuis 2012, depuis une dizaine d'années, surtout depuis le retour de M. Poutine au Kremlin, la Russie promeut un ensemble d'idées, se veut la gardienne d'un certain conservatisme moral et éthique qui serait la véritable culture européenne traditionnelle. Elle s'en veut la gardienne, elle le dit. Et donc, il y a un aspect idéologique dans tout ça. Il y a aussi un aspect idéologique dans la tentative de changer les normes européennes, notamment au niveau de ce qu'on appelle l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est l'organisation qui réunit tous les pays d'Europe, de l'Atlantique, pas seulement de l'Atlantique à l'Oural, mais c'est de Vancouver à Vladivostok. Donc, il y a un aspect idéologique. Donc, voilà, nous pourrions effectivement entrer dans quelque chose qui ressemblera effectivement, voilà, comme beaucoup de gens, j'ai résisté à l'application de cette métaphore. Elle me semble de plus en plus, malheureusement, pertinente pour parler de ce qui est en train de se décider, avec bien sûr énormément de différences. Oui, c'est là que pour moi, je ne suis pas tout à fait convaincue par le rassurisme dont vous vous réclamez. C'est-à-dire que quand même, dans tout conflit, qu'il soit chaud, tiède ou froid, il y a quand même le risque de l'escalade, hein. Et ce risque-là, évidemment, il est difficile à appréhender puisque c'est un risque. Ce n'est pas une réalité, ce n'est qu'un risque, c'est une menace. Mais je pense qu'il est toujours dangereux stratégiquement, ne serait-ce que pour notre sécurité, de ne pas le voir. C'est encore une fois, je ne dirai jamais qu'il ne faut pas le voir. Je ne dirai jamais que. Alors, quand je dis rassuriste, c'est une tournure rhétorique. Je pense qu'exagérer le risque d'emploi de l'arme nucléaire de la Russie est à la fois infondé et dangereux. Infondé pour des raisons que je pourrais développer et que j'ai développées ailleurs, mais qui commencent par la posture et le langage. Et la posture et le langage ne sont pas, malgré ce que disent beaucoup de commentateurs, une posture et un langage agressif au sens nucléaire, qui serait très différent de ce qui était le langage et la posture russe avant l'Ukraine, et par ailleurs dangereux parce que ça serait rentré dans le jeu quelque part de Poutine qui veut nous effrayer, qui veut ne pas aller trop loin. Infondé aussi parce que il y a quand même des lignes rouges que Poutine a toujours respectées pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il les respectera toujours, mais quand on veut parier sur l'avenir, il faut bien avoir une base historique, sinon ça n'a. Quand on veut essayer d'envisager la probabilité de tel ou tel événement futur, la base historique est quand même intéressant à avoir. Or, il y a une ligne rouge que Poutine a toujours respectée, c'est celle de l'article 5 du traité de Washington. On ne s'en prend pas physiquement, je dis bien physiquement, au territoire couvert par le traité de l'Atlantique Nord. Donc, il intègre ces lignes rouges. Et encore une fois, sur le nucléaire, pour l'instant, je ne dirai jamais, il ne le fera jamais, mais je pense que ça fait partie aussi des lignes rouges qu'il s'interdit de franchir, sauf dans des circonstances extrêmes qui ne sont pas, de son point de vue, arrivées aujourd'hui. Si demain, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'en prenaient au territoire russe, notamment voulaient déloger par la force du jour au lendemain la Russie de Crimée, qui est considérée à tort, mais considérée par Moscou comme territoire russe, je pense que là, le risque nucléaire commencerait à devenir plus important. Pas forcément très important, mais là, on entrerait dans une autre réalité du point de vue de la Russie, et c'est bien entendu le point de vue de la Russie qui compte quand on veut évaluer ce qu'elle peut vouloir faire. Ok, on va bientôt terminer. J'avais juste une dernière question. Vous parlez dans votre article dans Sciences Humaines des grands modèles de retour à la paix. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots lesquels ils sont et est-ce que ces modèles pourraient s'appliquer au cas de la guerre en Ukraine?
Il y a, j'allais dire, l'absence de modèle est souvent le modèle le plus utilisé, à savoir que l'épuisement des combattants dans l'histoire est est très souvent, pardon, pas toujours, une condition première pour le retour à la paix. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle la paix. La stabilisation n'est pas forcément la paix. Le cessez-le-feu, l'armistice, c'est pas la paix. Vous voyez, donc j'ai commencé en disant que la définition de la guerre n'allait pas de soi, la définition de la paix ne va pas de soi, non plus. Mhm. Donc il y a la paix par épuisement, on va dire pour faire simple, il y a la paix par épuisement, il y a la paix par la force, c'est-à-dire on va imposer la paix aux belligérants, bon ça ne se produira pas dans ces circonstances. Il y a la paix par médiation, mais la médiation suppose elle-même que certaines conditions sur le terrain soient intervenues. Il y a la paix par changement politique subi, par changement des conditions politiques dans l'un ou l'autre des pays concernés. Pour l'instant, la seule quasi-certitude que j'ai, vous avez remarqué que je ne parlais jamais de certitude de 100%, mais parfois quand même de quasi-certitude, c'est que nous ne sommes pas du tout au moment où il devient envisageable d'avoir une stabilisation durable de ce qui se passe en Ukraine avant même de parler de paix. Petite question à Bruno, vous aurez compris que je suis dans un jour, moi, plutôt pessimiste. Est-ce qu'il y a des conflits insolubles? Alors, pardon de revenir, mais nous sommes les analystes vont toujours vous dire tout dépend de ce qu'on appelle résoudre un conflit. C'est pour ça que je dirais qu'il y a le stabiliser et le résoudre. Ce sont deux choses différentes. Il y a des conflits non résolus et avec lesquels on vit, un peu comme des maladies. Voilà. Donc l'important, c'est la stabilité et la prospérité et la sécurité des populations. C'est ça qui compte. Même si le conflit n'est pas totalement résolu, je pense que ce dont la Russie a besoin, c'est d'une thérapie. C'est d'une thérapie au sens psychologique du terme. Elle n'a pas fait son retour. Moi, j'ai fait un autre petit livre qui s'appelle La revanche de l'histoire il y a quelques années et qui parlait entre autres du rapport de la Chine, de la Russie et de la Turquie à leur passé. Nous, les anciens empires européens, la plupart, on a fait dans une certaine mesure nos examens de conscience. En tout cas, on est allé, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Japon sont allés beaucoup plus loin dans leur examen de conscience sur leur passé et sur leur rapport à la violence politique, à mon avis, que ne l'a fait la Russie, la Chine ou que ne le fait la Turquie d'aujourd'hui. Donc il y aura une thérapie à faire pour la Russie. C'est un artifice oratoire, bien sûr, mais voilà, je pense que la vraie stabilité, sans même parler de paix, passera aussi par là et on en est encore très loin. Il est possible toutefois que si une vraie défaite vécue comme telle par la Russie se produisait, ça soit le traumatisme déclenchant justement d'une thérapie et voire d'une guérison, puisque ça sera toujours notre grand voisin. Donc nous avons intérêt à ce que le malade soit soigné. D'accord, eh ben, merci beaucoup pour cet éclairage. On va bientôt, oui, on va s'arrêter là. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez trouver ce numéro de Sciences Humaines en kiosque qui s'appelle Comment décidons-nous, dans lequel Bruno Tertrais a écrit un grand article sur la guerre en général et le conflit ukrainien en particulier également. Voilà, si vous êtes intéressé par le sujet de la géopolitique, des conflits, etc., vous pouvez également vous procurer l'Atlas des frontières qui a été écrit en partie par Bruno Tertrais et avec Delphine Papin. Voilà. Je vous mets un lien dans le chat. Voilà. C'est tout bon, ben voilà. N'hésitez pas, voilà, à aller consulter aussi, si vous avez pris l'émission en route, nos rediffusions sur notre chaîne YouTube. Il me reste à remercier Bruno Tertrais. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci pour cette émission très intéressante. Merci Héloïse aussi d'avoir été là. Nous, on se retrouve Avec la semaine plaisir. prochaine avec Maudit pour parler de sociologie des vidéastes sur YouTube et sur Twitch. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve mercredi prochain à 18h, cette fois-ci comme d'habitude. Bonne soirée. Merci à vous. Merci Bonne Hugo, soirée. au revoir. Au revoir.